sont intéressés par les ordinateurs. Et le problème, c'est que les ordinateurs, c'est pas intéressant. C'est vilain la plupart du temps, ça coûte de l'argent, ça prend de la place, ça prend un peu la tête aussi. Donc les ordinateurs, si on pouvait s'en passer, ça serait très bien. Par contre, les usages du réseau sont vraiment géniaux. Donc les gens qui s'intéressent aux usages, c'est plutôt vous. Et dans les associations du livre, il y a beaucoup de techniciens. C'est bien les techniciens, ça sert aussi, hein. Mais disons qu'il faut faire attention, l'objectif n'est pas de mettre des ordinateurs dans les écoles. C'est pas du tout un objectif. L'ordinateur, c'est juste un moyen pour aller à l'objectif de l'école qui est de créer, on va dire, d'aider à la formation de citoyens éclairés. Alors, un peu de théorie, si j'ose dire. Donc, pourquoi le choix du livre? Dans les présentations que je fais en France, en haut, il y a écrit par principe républicain. Dans une monarchie démocratique, on pourrait le prendre pas du tout dans le sens. Donc, voilà, par principe. Et les trois principes, c'est effectivement la liberté à la fois des utilisateurs de faire un certain nombre de choses et aussi de contribuer au logiciel. Égalité, fraternité. Alors, le premier principe, c'est que lorsque vous utilisez un logiciel dans une école, un collège, un lycée, en fait, vous l'avez fait acheter. Vous êtes le prescripteur. Et quand vous le montrez, vous en assurez la promotion. Je ne sais pas s'il en est au Maroc, mais je serais étonné que les professeurs dans les écoles publiques aient le droit de faire la publicité pour des produits commerciaux. En tout cas, en France, c'est interdit. Et donc, utiliser, comme souvent on le voit dans des séances de formation, uniquement des ordinateurs sur lesquels il y a les fenêtres collées, avec des systèmes d'exploitation Microsoft et des logiciels Microsoft, c'est quand même un peu difficile de dire qu'on ne fait pas la promotion de ces produits-là, qui sont juste des produits marchands. Ils ont le droit de les vendre. Sommes-nous obligés d'en faire la promotion? C'est peut-être pas sûr. Deuxième aspect, c'est que c'est pas obligé, puisque la totalité de ce que de nos besoins dans les écoles sont couverts par des logiciels qu'il n'est pas utile de payer en tant que licence. Mais vous allez voir juste après, c'est pas pour autant que c'est gratuit. Donc, par choix pédagogique, peut-être pas à l'école primaire, mais quoique, c'est intéressant de pouvoir aller regarder comment c'est fait. C'est un objet d'étude aussi. Et puis enfin, tout simplement parce que c'est fiable et c'est sûr. Le dernier virus qui m'a posé un problème dans mon utilisation personnelle, c'était en janvier 1999. On est le 9 avril 2011, c'est bien l'idée là du 9 avril des logiciels libres, j'ai trouvé. Voilà, ça fait donc 12 ans que je ne sais pas ce qu'est un virus parce que juste il n'y en a pas. Donc c'est important d'avoir confiance dans le système. Je reviendrai peut-être à cette confiance parce que ça n'est pas que d'ordre technique. Et puis tout simplement, les moyens mis à la disposition de l'éducation, je sais qu'ils sont très importants au Maroc, pour autant ils ne sont pas illimités, et donc c'est de l'argent public, il convient de le gérer au mieux, et c'est quand même plus logique de réussir à faire durer des machines un petit peu plus longtemps que le temps que les marchands de machines ont prévu que vous le fassiez, donc en fait, si vous utilisez un ordinateur pendant 6 ou 7 ans au lieu de 2 ou 3 ans, pour celui qui le vend, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux que ça soit jetable pour lui, mais pas pour nous forcément. Et puis au niveau des logiciels, les gens qui utilisent des logiciels propriétaires, tous ceux que je connais en tout cas, utilisent par exemple un traitement de texte qu'ils ont tous payé au moins 3 ou 4 fois déjà. Puisque chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ils sont obligés d'en changer. Or, le traitement de texte vendu en 2011, excusez-moi, mais il fait exactement la même chose que celui qui était vendu il y a 10 ans. Nos besoins n'ont pas changé de ce point de vue-là. Donc pourquoi aller le payer plusieurs fois? Ça paraît un peu curieux. Donc cette idée de gestion de l'argent public, ça n'est pas uniquement une idée de faire des économies, vraiment pas du tout. C'est d'utiliser la même somme d'argent et les mêmes moyens humains d'une façon légèrement différente et à mon sens plus efficace. Alors, quand on parle de logiciel libre, il faut distinguer deux choses. D'une part, la licence des logiciels, on va y venir juste après. Mais dans le quotidien, ce qui est le plus important, ça n'est pas la licence du logiciel. La plupart des gens qui travaillent avec un ordinateur n'ont pas installé le système.
Par contre, ils créent et ils reçoivent, ils échangent des documents. Ces documents sont sous forme numérique et il y a donc un choix qui est dans quel format est-ce que le fichier est fait. Et quelque chose qui est vraiment très important au niveau de la personne publique de façon générale et des écoles en particulier, c'est d'utiliser des formats qui ne soient pas fermés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un format ouvert? Du coup, ce que je vous ai mis en haut, c'est en fait la définition d'une loi française qui a déjà, donc, vous voyez, 7 ans, hein. Rassurez-vous, elle est loin d'être appliquée. Et donc, un format ouvert, c'est un format qui ne va pas poser de problème dans l'avenir pour continuer à être interopérable, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer à n'importe qui a n'importe quel système et n'importe quel logiciel, et on pourra toujours retrouver le contenu. C'est extrêmement important. Pensez par exemple aux archives de l'État, d'une grande entreprise, etc. J'ai eu la chance de travailler au Maroc il y a très longtemps. J'ai même habité quelques mois à Fès, qui a drôlement changé d'ailleurs depuis, au passage. Bon, à l'époque, je travaillais avec un logiciel dont le nom n'a pas beaucoup d'importance, et j'ai créé beaucoup de documents, des documents de formation, de la comptabilité, etc. Ces documents, je les ai encore. Ils sont sur une disquette chez moi. Mais j'ai aucun moyen d'y accéder. Parce qu'en 1982, je n'avais pas pensé à ça. Et donc aujourd'hui, j'ai des documents que je ne peux pas ouvrir parce qu'ils sont dans un format qui dépend d'un logiciel qui n'existe plus. Et ce logiciel tourne sur un système d'exploitation qui n'existe pas non plus. Et enfin, tout ça tourne sur une machine que je ne peux pas trouver dans un magasin. Donc toutes ces informations-là sont perdues. J'ai fait une bêtise. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment le choix. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a absolument le choix. Donc un format ouvert, il est interopérable et il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, tenez par exemple, vous m'envoyez un .docx, un document .docx. C'est fait avec Microsoft Word de je ne sais pas quel numéro. 2007, bien. Si je reçois ce .docx, moi j'ai déjà Word, enfin je ne l'ai pas, mais imaginons, j'ai déjà Word, mais j'ai la version juste avant, hein, que j'ai payé, que j'ai acheté en 2005 par exemple. 2007, 2005, c'est pas bon. Donc, je ne peux pas ouvrir ce document. Et puis, autour de moi, il y a plein de gens, ils m'envoient tous du docx. Alors, je me dis, ah ben zut, je suis idiot moi. Ils ont tous ça et moi je ne l'ai pas. Bon, allez, je vais chez le marchand et je dis, bonjour monsieur le marchand de logiciels, je veux le truc pour faire marcher les docx. Pas de problème, ça fait une centaine d'euros en France, je ne sais pas combien ça vaut au Maroc, et je n'envisage pas de le faire. C'est gratuit. Je l'attendais celle-là, c'est gratuit. Alors moi j'ai un copain qui vole des autobus. Et quand il me propose, il me dit pour ton école, là t'as 400 enfants, ça coûte drôlement cher le transport, mais il n'y a pas de problème, on va se débrouiller, je viens te prendre avec mon autobus volé et j'amène les enfants au sport, ça marche? Eh non, ça marche pas. C'est pas possible, je ne peux pas utiliser un autobus volé. Je suis représentant de l'État, je ne vais pas utiliser un logiciel piraté. Voilà, donc, si on commence par se mettre d'accord sur le fait qu'on respecte la loi de l'État, ça va diminuer le périmètre d'action. Donc, je reprends mon marchand là. Donc, il me dit d'accord, pas de problème, il me vend Word je ne sais plus combien. Je reviens chez moi et je l'installe. Ça ne marche pas. Parce que ce Word-là, il ne marche pas sur mon Windows d'avant. Alors je retourne chez le marchand, je dis, hey, ça ne marche pas. Il me dit, évidemment, tu as Windows avant. Très bien, 120 € et je prends le dernier Windows là. Je reviens chez moi, je l'installe. Ça ne marche pas. Ma machine, elle n'est plus assez puissante. Donc il faut que je retourne chez le marchand et j'achète une machine nouvelle, un système d'exploitation neuf, un logiciel nouveau. Et après, j'envoie des docx à mon copain un peu moins riche que moi, et il est dans la même situation que moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Microsoft pour le faire acheter à tout le monde? Rien. C'est nous qui envoyons des formats de documents qui obligent les gens à acheter des logiciels marchands. Attendez, il y a un problème. Voilà, donc, alors, c'est interopérable, il n'y a pas de restrictions. Ces restrictions étant soit financières, je viens de l'évoquer un peu rapidement, et pardonnez la caricature, hein, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais la nécessité d'avoir des formats ouverts. Les formats ouverts, il y en a pour tous les types de documents. Donc, en France, on a mis au point un référentiel général d'interopérabilité, RGI, le nom est compliqué, mais en fait c'est facile, c'est vous voulez envoyer du texte à quelqu'un.
Si ce texte, la personne doit le lire et pas le modifier. S'il a besoin de le lire, on envoie du PDF. Point barre. Si elle a besoin de le modifier, alors il y a plusieurs possibilités. On peut envoyer du Open Document, on peut envoyer du TXT comme dans les courriels, voilà. Et vous avez la même chose pour la vidéo, pour les bases de données, pour le son. Il y a un certain nombre de formats qui sont recommandés, pas obligatoires, pas encore. Il y a un certain nombre de formats qui sont interdits parce qu'ils ne sont pas interopérables, et puis une latitude de choix. Donc on ne dépend pas d'une société, et puis en dessous, là, il y a écrit sans brevet ni royalties, hein, donc pas de droit à demander pour l'utiliser et pas d'argent à payer. Si vous ne retenez qu'une chose du travail que vous menez pendant ces 3 jours sur les logiciels libres, retenez ça. Quelqu'un qui croit qu'un logiciel est libre et gratuit, il a perdu, il va échouer. Parce que quand il va aller voir son directeur d'école, je ne sais pas moi, le maire, les parents d'élèves, etc., et qui va dire on va installer des logiciels libres et c'est gratuit, les autres ils vont entendre ça, ils vont bien comprendre, c'est gratuit. Or, c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui coûte cher dans l'installation du réseau d'un collège, d'un lycée ou d'une école? C'est pas les licences de logiciels. C'est surtout la mise aux normes électriques du bâtiment, l'équipement, le mobilier. Pour mettre une table dans une école en France, il faut une table aux normes pour aller dans les lieux recevant du public, etc. La table, elle vaut plus cher que l'ordinateur. Donc, au bout du bout, le prix de la licence est dérisoire pour une école. Mais moi, j'habite à Bordeaux, donc le département, c'est la Gironde. Je ne vais vous parler que des écoles primaires publiques. Donc il y a 1000 écoles maternelles et élémentaires en Gironde. Si dans ces 1000 écoles, on va dire qu'il y a une dizaine de postes en moyenne. En réalité, il y en a un peu plus, mais allons-y. Supposons que la licence pour Windows et Office, il y en est pour 100 €. Et c'est pas vrai, en France c'est plus cher, mais c'est plus facile. Ok? Donc j'ai 10 postes multipliés par 100 €. Vous avez fait le calcul, ça fait 1000 €. Et vous multipliez ça par 1000 écoles. Rien qu'en Gironde, dans un département, les licences me coûtent, c'est mon argent, c'est de l'argent public, 1 million d'euros sur un département. Il y a 101 départements en France, le 101e à quelques jours à peine, c'est à Mayotte. Donc, 100 départements multipliés par 1 million, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a des plus petits départements. Mais vous voyez la somme énorme que ça représente. Le problème, c'est que cette somme, personne ne la paye. C'est un peu dans la poche de l'un, un peu dans la poche de l'autre, personne ne s'en aperçoit. Quand vous avez acheté un ordinateur chez le marchand, vous dites j'ai besoin d'un système d'exploitation, il n'y a pas de problème, c'est dedans, c'est gratuit. Bien sûr que non, c'est pas gratuit. Quand vous achetez un ordinateur en France, aujourd'hui, vous payez un impôt, sauf que cet impôt, il va directement chez Microsoft, il ne va pas dans les caisses de l'État, et l'impôt en question, c'est que chaque fois, vous êtes obligé de repayer Windows. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'un logiciel c'est pas gratuit? C'est parce que fabriquer un logiciel, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de la formation, ça coûte de l'argent si on paye un ingénieur. Et ça n'est que tout à fait à la fin, quand le logiciel est terminé, qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais choisir comme droit d'utilisation? C'est quoi la licence? Soit c'est une licence libre, soit c'est une licence qui n'est pas libre. Je prends ce fauteuil. Quelqu'un a payé ce fauteuil. Mais je peux m'asseoir dedans parce que ici, on a décidé de ne pas les mettre en location. Mais ça ne change rien, le fauteuil il est ce qu'il est. Alors, la différence entre le fauteuil et le logiciel est quand même importante, c'est que si vous fabriquez 500 fauteuils comme celui-là, le 500e ne coûte pas très cher à copier, mais il coûte un peu. Par contre, si vous venez télécharger les logiciels du Terrier d'Abu sur nos serveurs, là, c'est vous qui payez la communication, vous ne nous avez rien pris puisqu'on l'a encore. On est dans le virtuel. Donc on ne va pas vous faire payer quelque chose alors que vous ne nous avez rien pris. On a en fait un échange. Si on échange des idées avec quelqu'un, au début on a une idée, l'autre il a une idée, et quand on repart, on en a chacun deux. On n'a rien perdu. Donc je reviens à ça, donc c'est pas gratuit, et ce que ça coûte actuellement en licence quand on utilise du logiciel propriétaire, il faut continuer à le dépenser, mais le dépenser autrement, et notamment en transformant cet argent perdu, puisqu'en face il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de service rendu, le transformer
dans des prestations de services locales. Je suis une petite école, imaginons, j'ai besoin que quelqu'un, un professionnel, parce que moi je ne suis pas plombier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas informaticien, et en plus je ne suis pas payé pour ça. Donc si je le faisais, je ne ferais pas mon métier, que je fais plutôt bien, et je ferais mal un métier qui n'est pas le mien. Il vaut mieux demander à quelqu'un dont c'est le travail. Donc si je m'adresse à Capgemini par exemple, qui est une énorme boîte de prestation de services, moi je suis tout petit avec mes 10 ordinateurs, je ne compte pas pour eux. Ils vont peut-être me servir, peut-être pas. Si par contre je m'adresse à une petite société qui est dans mon village ou dans mon département, c'est pas moi qui vais le faire manger, d'accord? Mais si je dis du mal de lui, s'il ne me donne pas satisfaction, j'ai une vraie prise, j'ai un vrai levier. Donc cette entreprise qui est pas loin de mon école, pour son honneur et pour sa survie commerciale, même si je ne suis pas riche, il a intérêt à m'assurer une bonne qualité de prestation. On en reparlera peut-être, mais je suis un fervent défenseur de l'utilisation des compétences privées quand elles sont plus efficaces, moins coûteuses et plus pérennes que l'utilisation de compétences publiques. Si dans l'éducation nationale, nous étions capables de donner à un certain nombre de personnels une vraie formation continue dans un domaine aussi volatile que celui des technologies numériques, on pourrait penser à utiliser des gens en interne. Mais aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable. On a des gens en interne qui vont très bien pour s'occuper des postes clients, pour faire de la pédagogie, pour faire de la formation, ça c'est bon. Mais pour mettre à jour un serveur sur des problématiques de sécurité, non, ça il faut être tous les jours dans le métier et faire ça. Donc c'est pas gratuit. C'est pas libre de droit. Libre de droit, ça veut dire on en fait ce qu'on en veut. Non, c'est pas vrai, il y a un contrat pour un logiciel libre. Et donc, ça n'est pas du domaine public, vous savez, 70 ans après la mort de l'auteur, il n'y a plus de droit d'auteur. C'est pas le cas, là, l'auteur, la plupart du temps, les auteurs, ils sont toujours vivants, et d'ailleurs, il y a leur nom dedans, il y a même leur adresse. Donc, on peut leur dire, ah, ton truc, c'est super, mais moi, je refais comme ça, ou voilà. Donc, il y a, d'une part, le droit d'auteur. Je m'excuse, je n'ai pas regardé ce qu'il en était du droit d'auteur au Maroc, mais en tout cas, en Europe, le droit d'auteur est un des droits les plus forts. Je parle du droit moral. C'est un droit qui est incessible. Hein, si vous travaillez pour une entreprise, vous restez, vous conservez votre droit d'auteur. Il est incessible, il est perpétuel. Enfin voilà, on n'a pas le droit d'utiliser un dessin que vous avez fait dans un contexte qui ne vous conviendrait pas. Donc, en dehors de ce droit d'auteur, il y a donc une licence d'utilisation, c'est un contrat. Un contrat, ce sont des contraintes, et le prototype de la licence libre, parce que c'est le premier contrat libre qui a été inventé, c'est la GNU GPL, donc licence publique générale GNU. Alors, je vous parle de celle-là, il y en a beaucoup d'autres, mais d'abord, c'est historiquement la première. Ensuite, elle est très facile à comprendre et très facile à appliquer. Donc, du point de vue didactique, c'est un bon exemple. Donc, il y a 4 contraintes dans la licence. Beaucoup disent qu'il y a 4 libertés. Ouais, mais enfin, dans un contrat, les libertés prévues au contrat, ça contraint toujours quelqu'un. En l'occurrence, là, ça ne contraint pas vraiment l'utilisateur, vous allez voir. Première condition pour qu'un logiciel soit considéré comme libre, c'est qu'on ait le droit de l'utiliser. Vous allez me dire, on a le droit d'utiliser tous les logiciels. Eh bien non. Allez voir dans les licences des logiciels propriétaires, il y a des restrictions. La plus jolie que j'ai trouvée, elle est dans la licence d'utilisation de FrontPage Express, qui est un produit Microsoft aussi, je suis désolé, ça tombe souvent sur eux. Quand vous lisez la licence, il y a écrit que quand vous cochez la croix et que vous dites installer, vous vous engagez à ne pas utiliser ce logiciel qui sert à faire des pages web ou de l'ignorance d'assez mauvaise qualité, mais c'est une autre histoire. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce logiciel pour dire du mal du gouvernement des États-Unis, ni dire du mal de la société Microsoft. C'est marqué dedans. Alors, bon, en droit d'ici, que ce soit européen ou marocain, c'est une clause, on dit léonine, vous savez, c'est une clause abusive. Devant un juge, elle ne tiendrait pas. Mais quand même, elle est dedans. Donc, on a le droit de s'en servir, pas de restriction. Ensuite, on a le droit de regarder comment il marche. Alors, regardez comment il marche, moi je ne sais pas faire, hein, mais vous avez le droit d'aller utiliser les services de quelqu'un qui sait comment faire pour vérifier que le logiciel fait bien ce qu'il dit qu'il fait et qu'il ne fait pas autre chose. J'ai de nombreux exemples de logiciels qui font autre chose. Un relativement récent, un pilote d'imprimante pour une imprimante Lexmark
Vous achetez l'imprimante, vous l'installez, vous la branchez, et là il vous dit est-ce que vous voulez installer le dernier pilote? Alors vous dites bah ouais, mon imprimante elle est neuve, je vais prendre le dernier pilote. Donc on télécharge, ça vient, et après ça marche. Il y a quelqu'un qui était en train d'étudier, parce que c'était son métier, il est ingénieur, il étudiait le trafic de son réseau. Et dans le log c'est le journal, vous voyez, il s'aperçoit que quand il a téléchargé le pilote de l'imprimante, il y a plus de données sortantes que de données entrantes. Alors il se dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Je télécharge, et en fait, c'est moi qui envoie des données. Du coup, il recommence, il analyse le flux, et il se rend compte qu'il reçoit ça de données, le pilote de l'imprimante, et il en envoie ça, et ça, il regarde dedans, il y a le nom de toutes les machines, le nom de toutes les imprimantes, le nom de tous les derniers utilisateurs qui ont fait une impression, et ça part direct chez l'expert. Bon, évidemment, il y a eu un procès retentissant, l'ex-marque s'est excusé, c'était pas exprès, vous savez, c'est toujours, c'est pour assurer une meilleure qualité de service. Hein, voilà. Le fait de pouvoir vérifier le code source du logiciel permet d'éviter ça. L'imprimante qui sache que ma femme a imprimé, je m'en moque. Mais si je travaille à la Défense nationale ou dans une entreprise, mes données, il est important que je puisse le maîtriser. Et puis donc, les deux qui nous intéressent, nous, le plus souvent au quotidien, c'est j'ai le droit d'en copier un petit morceau parce qu'il est bien fait et l'utiliser dans un autre contexte. J'ai aussi le droit de le copier en totalité et de le distribuer. C'est-à-dire que j'ai le droit de le vendre. J'ai tout à fait le droit de le vendre, de le donner, de vendre, etc. Et j'ai la possibilité de l'améliorer. On ne va pas modifier un logiciel pour le rendre moins bon. J'ai la possibilité de l'améliorer. Et si je veux, il n'y a aucune obligation, je peux redistribuer cette version modifiée. Alors, modifier comment? Par exemple, moi qui ne suis pas technicien, quand je modifie, c'est souvent pour traduire. Ça, il n'y a pas besoin d'être technicien. Donc voilà, je traduis ça et à ce moment-là, je le redistribue. Mais, si je le redistribue, alors, je dois garantir à mes futurs utilisateurs les mêmes droits que ceux que j'ai eus. J'ai pas le droit de dire, voilà, vous avez travaillé pendant des siècles, là, les savants, les scientifiques et tout ça, puis à un moment donné, j'arrive, hop, je prends tout ça, je change la page de devant, je dis, ah, c'est à moi. Non, ça on ne peut pas. Donc, une licence libre de type GPL, on appelle ça copyleft, gauche d'auteur, interdit de repropriétariser un logiciel libre. Mais il y a aussi des licences libres qui n'incluent pas ça et qui disent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, évidemment, il faut avoir l'accès au code source. Le code source, c'est la recette du logiciel. Donc, la plupart des logiciels que vous utilisez sont des logiciels compilés, c'est-à-dire qu'il y a en langage de programmation, mais ça c'est lisible par un humain bien entraîné. Souvent, je fais la comparaison avec le grec ancien. Si je regarde un texte en grec, je n'y comprends rien. Mais je sais qu'un humain qui a appris le grec ancien, il va comprendre. Bon. Et ensuite, ce code source, on le fait passer dans une moulinette qu'on appelle un compilateur, et à la sortie, il n'y a que des 1 et des 0, un exécutable qui peut marcher sur la machine, et il y a un compilateur pour des systèmes Linux, pour des systèmes Windows, pour des systèmes Mac, pour des systèmes BSD, des systèmes Solaris, etc., etc. Des systèmes, il y en a des tas. Hein, voilà. Donc il faut que j'ai l'accès au code source, et il faut que j'ai le droit de regarder dedans. Et dans les logiciels propriétaires, non seulement on ne vous fournit pas le code source, mais en plus, c'est interdit de regarder. Et c'est marqué dans le contrat. Alors, quelques visages à mettre là-dessus. Donc, Richard Stallman, le barbu de gauche, là, c'est le président fondateur de la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre. Nous fêtons aujourd'hui, cette année, le 30e anniversaire. En 1981, a été lancé le projet GNU. Donc, le projet GNU, c'est faire un système informatique, une copie de ce qui existait à l'époque, qui s'appelle encore Unix, de faire un système Unix, mais sans restriction. Il n'y a pas besoin de payer la licence et de demander l'autorisation. Donc ça, c'est le projet GNU. Pendant 10 ans, ils ont travaillé au projet GNU et ils ont fait un système complet. Il manquait juste un petit morceau au milieu du truc, là, c'est le noyau. Ils utilisaient encore le noyau Linux. Pardon, le noyau Unix. Et donc, en 91, un étudiant finlandais, donc il a un peu vieilli depuis, Linus Torvalds,
dit, voilà, moi, pour mes études, j'ai besoin d'un système Unix, mais je ne peux pas me le payer, hein, naturellement. Donc, il fait passer un mot sur Internet. 1991, il y a déjà les débuts d'Internet. Et c'est très important parce que c'est les logiciels libres qui ont fait Internet, et c'est Internet qui a permis le développement des logiciels libres. Ça n'aurait pas été possible quelques années avant, ça n'aurait plus été possible quelques années après. Donc il dit, voilà, je veux faire un truc, pas un gros machin comme GNU Linux, comme GNU, mais un petit système. Et puis il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, qui ont dit, mais moi je veux bien t'aider. Et en 1991, le système GNU plus la pièce Linux, ça faisait un système complet. Souvent, vous l'entendez appeler système Linux, ça n'est pas tout à fait exact. Linux, c'est un tout petit morceau. Le système, c'est GNU Linux, parce que s'il n'y avait pas eu tout le reste autour, les 10 ans de travail, ben, Linux, ça servait juste à rien. Hein, on ne pouvait pas s'en servir. Donc, 20e anniversaire du système GNU Linux. Bon, voilà. Alors, Eben Moglen, je ne vous ai pas parlé du barbu du milieu, c'est un monsieur très discret, personne n'a entendu parler de lui. Lui, il est juriste. Et en fait, c'est pour l'essentiel son travail qui a permis d'avoir cette licence GNU GPL, qui est aujourd'hui le modèle de licence. Alors, je vous ai gardé une expression que je trouve vraiment très juste. Eben Moglen, il dit, voilà, la licence libre, ça fait un pot commun. Commun au sens le bien commun. Hein, vous voyez, ce qui appartient à l'humanité. Ubuntu, pour ceux qui utilisent, ça veut dire la même chose. Hein, voilà. Donc, un bien commun pour l'humanité, chacun peut y mettre des choses, des logiciels ou des ressources libres, tout le monde peut les utiliser, mais comme ça n'est pas des objets, quand vous les prenez, vous ne les retirez pas du pot. On ne peut que abonder le bien commun sans jamais en priver les autres. Et puis il y a aussi des tas d'autres licences. Le détail n'est pas très important, mais sachez qu'il existe des licences adaptées pour les images, pour les polices de caractère, etc. Moi, ce qui m'a attiré dans le livre, donc ça fait longtemps maintenant que je bats les estrades, c'est que j'y ai rencontré des tas de gens, et des tas de gens extrêmement intéressants. Avant tout, ce qui change quand on passe du tout marchand au livre, c'est que d'un côté vous êtes devant votre ordinateur et vous pouvez utiliser, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Alors que dans le livre, tout de suite, vous avez des tas de gens qui vont vous dire « Ah ben oui, moi je m'en sers comme ça, je peux t'aider. » Voilà, il y a une vraie coopération. Donc, par l'intermédiaire des moyens, des forums, des listes de diffusion, etc., par exemple, tous les logiciels du Terrier qui ont été créés pour Abuledu, mais que vous pouvez utiliser même sans avoir Abuledu, ils ont été faits en coopération entre des enseignants ou des animateurs qui disaient « J'ai besoin de ça, mais je ne sais pas le faire », et puis des développeurs qui disaient « Je veux bien faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire ». Et donc, ça a vraiment fonctionné là-dessus. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de nouveaux partenaires. C'est-à-dire qu'on était parti dans l'idée des écoles, mais aujourd'hui, on a aussi des lycées, la prison de Nancy, par exemple, utilise Abuledu et des logiciels libres. Enfin bon, ces nouveaux usages amènent des nouveaux besoins. Par exemple, aujourd'hui, les logiciels du Terrier, ils ne sont pas traduits en arabe, parce qu'on ne sait pas faire ça. On a besoin de vous pour ce genre de choses. Bon, voilà, il y a une vraie coopération, donc si ça vous dit de venir jouer avec nous, bienvenue. Une série de liens que je passe vite, parce que de toute façon, de là où vous êtes, vous ne le voyez pas. Cette présentation, sous le éteindre, là, il y a écrit copyleft Jean Peyratou, et je ne sais pas à qui, mais Moulad nous dira à quel endroit on peut les poser. Ça sera évidemment disponible en ligne, vous aurez accès à tout ça, voilà. Et donc je termine avec un exemple qui ressemble un peu à ce que vous organisez ce week-end ici à Fès. En 1999, on s'est dit, c'est bien, mais les développeurs et les utilisateurs, ça ne suffit pas le courrier électronique. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on n'a pas vu vraiment. Donc il faudrait qu'on organise un truc où les gens ils vont se retrouver pour de vrai, pas longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais ils vont pouvoir échanger et quand après ils s'écriront, ils diront « Ah oui, lui je me souviens, je l'ai rencontré, j'ai confiance et je vais travailler avec lui ». Et donc on a inventé, aujourd'hui c'est la seule manifestation de ce type au monde, les rencontres mondiales du logiciel libre, qui sont une manifestation donc entièrement gratuite pour ces participants,
à caractère totalement non commercial. Il n'y a pas de stand permettant de financer par la publicité ou quoi que ce soit. Donc il y a des gens qui donnent de la peine et de la sueur, les pouvoirs publics qu'on a sollicités pour nous aider, et puis donc on fait tourner ça tous les ans. Donc dans la salle, il y en a plusieurs qui sont venus, je pense à Mohamed Danan, à Mustafa Naïli, qui ont vu un peu à quoi ça ressemblait. Bon, l'année dernière, c'était à Bordeaux. Donc, vous voyez des rencontres pour les développeurs, un village associatif, beaucoup de formations continues. Et l'année prochaine, excusez-moi, cette année, donc c'est la 12e édition, au début du mois de juillet, j'ai oublié, du 9 au 14, je crois. Donc ça se passe à Strasbourg, et si vous en avez la possibilité, je vous invite chaudement à, d'une part, peut-être y venir, et d'autre part, à organiser quelque chose dans le même genre, ici au Maroc, pourquoi pas. Je vous remercie, et compte tenu du fait que dans mon horaire, il reste 5 minutes, je vous invite à poser toutes questions que vous voudriez, et si vous n'en avez pas le temps, je suis là pendant plusieurs jours. Je vous laisse réguler la parole. D'accord, merci Ferme. Merci beaucoup Monsieur Jean-Pierre Azouz pour votre intervention. بالنسبة للسادة المشاركين يعني في شنو كتعرف واش أنا المداخلة الثانية ومن بعد الأساتذة يكتبوا هنايا ويتعطيو لنا أسئلة أو لا إذا نفضل ننتقل للمداخلة الثانية ومن بعد السادة الأساتذة يكتبوا هنايا ويطرحوا عليهم الأسئلة. Monsieur Jean-Pierre Azouz, le deuxième intervenant et après... D'accord, pas de problème. D'accord. نستمر في المداخلات إذا تريدون.